Ne perdons pas de temps, restons unis et la victoire est sûre. Bienvenue à Salon de Provence. Alors ici nous sommes sur le site des écoles d'officiers de l'armée de l'air. Bonjour colonel Maini. Bonjour madame. Alors dites-nous, qui forme-t-on ici? C'est simple, nous formons ici tous les officiers de l'armée de l'air, qu'ils soient officiers de carrière ou officiers sous contrat, et quel que soit leur futur métier, des pilotes bien évidemment, mais aussi des mécaniciens ou des officiers contrôleurs, ou bien d'autres encore, comme des officiers renseignement ou des officiers commando parachutistes. Il y en a pour tous les goûts. Alors si on comprend bien, c'est une formation complète? C'est une formation qui est très complète, puisque nous formons ici des combattants et des chefs militaires, puisque nous sommes avant tout une école militaire. Nous formons des futurs dirigeants, puisque nous sommes une grande école, et nous formons des experts du milieu aéronautique et spatial, puisque nous sommes une école d'aviateurs. Et c'est également une école qui est très ouverte sur l'extérieur, sur le monde économique, sur le monde international, mais aussi sur l'interarmée et l'interallié, par exemple. Alors on va découvrir cette école au cours de ce journal, mais d'abord je vous propose de suivre un exercice organisé par le commandement des forces aériennes. Aviateurs français et britanniques se sont entraînés ensemble. Concrétisation de l'accord militaire signé il y a un an entre Paris et Londres. Du 3 au 14 octobre dernier, la base aérienne de Dijon a accueilli l'exercice EPIAS, un entraînement franco-britannique consacré à l'appui aérien rapproché. Alors EPIAS, c'est un exercice organisé par le commandement des forces aériennes qui a pour but d'entraîner les personnels qui vont être projetés en Afghanistan. Ces personnels qui sont acteurs de la 3D en Afghanistan, c'est-à-dire les équipages, avions, et les contrôleurs air avancés qui guident ces avions à partir du sol. D'envergure interarmée et interalliée, l'exercice EPIAS combine l'intervention d'avions de combat et de commandos terrestres. L'objectif, faciliter l'intégration des troupes françaises et anglaises au sein de la coalition. Nous avons réalisé à quel point l'intégration avec les Français a été facile. Et ça, c'est parce que nous faisons exactement le même métier. Ainsi, on n'a eu aucun mal à former une équipe. C'est plus intéressant de travailler ensemble que chacun pour soi. Ça a été une chance incroyable et nous allons continuer cette collaboration. Durant les 2 semaines d'exercice, les participants ont pu répéter les procédures OTAN dans des situations réalistes. D'ici quelques mois, les militaires français et britanniques se retrouveront sur le territoire afghan. 31 Tango Foxtrot November 79757623. Faire face, c'est la devise de l'école de l'air. Ici, les élèves suivent une formation spécifique, militaire et aéronautique, mais aussi académique, en amphi et en salle de cours, formation complète qui permet aux officiers de remplir au mieux les missions qui leur seront confiées. Partons à présent avec la Marine nationale. C'est un reportage embarqué à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Dans le ventre de ce sous-marin nucléaire lanceur d'engins, 110 hommes d'équipage et 16 missiles à portée intercontinentale. Plongés au cœur de la dissuasion nucléaire à bord du Triomphant. Le Triomphant donc, est l'un des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui composent la force océanique stratégique. Et donc le contrat de cette force océanique, c'est de maintenir une permanence de cette dissuasion à la mer. Et donc ce sous-marin qui assure la permanence de la dissuasion à la mer doit être capable à tout moment de lancer plusieurs ou l'ensemble des missiles sur l'ordre du président de la République. 138 mètres de long, 12 mètres de hauteur. En plongée, l'imposant bâtiment peut se déplacer jusqu'à 20 nœuds, l'équivalent de 40 km/h en toute discrétion. Mission, voir sans être vu. Bien. Azimut actuel 276, 293. Parmi les hommes d'équipage, les analystes sonores sont les yeux du bateau. Ils sont capables de repérer et d'identifier grâce au sonar toute présence alentour. Crevettes, cachalots, bateaux de commerce, bateaux de guerre, sous-marins ou encore exploitation pétrolière.
Lors d'une patrouille, les sous-mariniers ne remontent pas à la surface et vivent à bord de cette petite ville sous-marine en cercle fermé pendant 2 mois en moyenne. Chaque membre d'équipage assume de grosses responsabilités, comme Alexandre, responsable de l'usine de fabrication d'oxygène. Là, je surveillais les paramètres de l'usine, donc l'usine de production d'oxygène. Ici, on transforme l'eau de mer en air respirable. Pour moi, c'est une expérience professionnelle hors norme. Dans le civil, je pense qu'il faudrait travailler beaucoup plus pour arriver à ce haut responsabilité. On est quand même responsable de l'usine pendant qu'elle tourne. Je veux dire, s'il y a un problème, c'est nous qui devons intervenir en premier. À bord également, un médecin et 2 infirmiers. En cas de problème de santé sérieux, chacun des hommes d'équipage doit pouvoir être soigné à bord pour éviter d'avoir à stopper la patrouille en regagnant la surface. Le médecin devra alors prendre ses décisions seul. Le sous-marin, vous l'avez compris, il doit rester silencieux, il ne peut pas émettre, il doit rester caché sous la mer. Donc on ne peut pas demander un conseil ou demander un renseignement médical à un spécialiste. On est à l'intérieur avec une grosse bibliothèque embarquée, mais on est le seul pouvoir décisionnel effectivement sur un cas médical complexe. Aucun message n'est émis par le sous-marin pendant toute la durée de la patrouille et les contacts avec les familles sont très limités. J'ai 2 enfants, un qui a 6 ans et l'autre qui a 3 ans. Ils ne comprennent pas trop des fois quand on part, donc il faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent qu'ils verront pas papa, que papa pourra pas téléphoner, donc c'est ça le plus compliqué en fait au départ. Je leur laisse des photos de moi en fait, ma femme leur donne des photos et souvent mon grand il aime bien pendant la patrouille dormir avec une photo de papa, dire qu'il est là à côté en fait, qu'il est pas si loin que ça. Discret, loin, longtemps, pour garder le moral des troupes au beau fixe dans la durée, la cohésion est essentielle. Être sous-marinier est avant tout une vocation. J'ai fait plus de 22 ans au sous-marin là, et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction. Il y a justement ce mélange d'un esprit d'équipage très fort, je trouve, parce que justement confiné dans un espace réduit où on est quand même bien les uns sur les autres, mais du coup ça crée des relations humaines très particulières avec exactement un esprit d'équipage qu'on ressent très fortement. On a l'impression qu'on est dans des conditions un peu spartiates, un peu difficiles, mais avec le sentiment d'une action intense et concentrée et partagée ensemble. Ici, là, tu mets plein gaz, PPP, assiette. Pour tes objectifs, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas te donner? On a le temps d'essayer de résoudre le problème et d'analyser. D'accord, donc tu prends le temps. Nous sommes au 3e escadron d'instruction en vol. Ici, on forme les élèves pilotes au pilotage de base avec bien évidemment le briefing avant vol, étape importante et indispensable. On reste à l'école, sensibiliser les jeunes populations aux enjeux de défense et de sécurité. C'est le but des classes défense globale. On est sous l'humanité, vous voyez, ça tire, il y a les 3 chars tirent. C'est impressionnant. La balle réelle, c'est... Derrière les bidons J'imagine pas ce que ça peut... comme ça peut être. Regardez, paf. Pierre, ainsi qu'une vingtaine de ses camarades du collège de Volx dans les Alpes de Haute-Provence, participent à une sortie scolaire aux côtés du 4e régiment de chasseurs dans le cadre du programme de sa classe de défense et sécurité globale. C'est avant tout un projet scolaire qui développe un cursus scolaire et qui est basé sur 3 actions. D'une part, des cours dispensés 2 heures par semaine aux élèves sur les grands problèmes contemporains. D'autre part, des intervenants de la défense et de la sécurité civile qui présentent leurs missions, leurs projets et leur matériel. Et enfin, des stages de découverte ou d'immersion au sein des unités de la défense et de la sécurité civile. En France, il existe une quinzaine de classes de ce type, basées sur un partenariat entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Défense. Tous volontaires, ces collégiens et lycéens découvrent des parcours professionnels et mettent en pratique des valeurs citoyennes. D'abord, nous parlons de la défense globale et de ses missions en France. Ensuite, nous parlons de la citoyenneté et notamment de l'implication des citoyens dans la sécurité civile. Et enfin, nous abordons la solidarité internationale.
Et les enfants sont vraiment demandeurs de cet enseignement sur la citoyenneté, sur la solidarité. Ça les intéresse beaucoup. Ça les rend beaucoup plus responsables. Je choisis cette option parce que je trouve que c'est bien de savoir un peu le domaine de la défense civile, se préparer à être citoyen. Les élèves rencontrent régulièrement les militaires et ils échangent par mail et visioconférences avec les unités déployées en opérations extérieures. Une façon de maintenir le lien armée-nation. Donc ce que ça peut apporter, c'est une meilleure connaissance du monde militaire pour les gens de l'extérieur, donc pour les civils qui ont du mal à comprendre vraiment en quoi consiste notre travail. Mise en place par divers établissements scolaires, cette option est particulièrement adaptée aux jeunes en difficulté. À l'été 2012, on devrait compter une 60aine de classes dites de défense et sécurité globale. Bonjour commandant Grimal, alors vous êtes l'un des responsables de l'instruction à Salon de Provence. Concrètement, qu'est-ce que l'on apprend lors d'un vol comme celui-ci? Les élèves pilotes apprennent le pilotage de base, ici sur TB10, l'avion école que l'on peut voir derrière nous, au travers de missions d'instruction en tour de piste, navigation basse altitude et aussi maniabilité sur secteur. Et en moyenne, combien dure un vol comme ça? Comptez entre 1h15 et 1h30. Merci commandant. Je vous emmène tout de suite à l'extrême sud de la Patagonie pour suivre les hommes du groupe militaire de haute montagne qui ont réalisé un exploit en traversant la cordillère de Darwin, là où personne n'était jamais allé auparavant. C'est bon, tout va bien, on est installé. Allez, c'est parti. Un exploit sportif et surhumain, les 6 militaires du GMHM ont réussi la traversée de la cordillère de Darwin au Chili. De retour en France, les chasseurs alpins sont accueillis en héros. C'est un exploit mondial parce que c'est la première fois que cette cordillère est traversée par une équipe d'explorateurs ou d'alpinistes. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette région du monde? C'est d'être sous les 50e hurlants, à quelques encablures du Cap Horn, et de subir la pire météo du monde. Et ça, c'est reconnu à la fois par les alpinistes, mais aussi par les marins, qui en ont fait l'expérience bien avant les alpinistes. À des altitudes qui peuvent nous paraître modestes, 2400 mètres, 2500 mètres, on retrouve là-bas des conditions qu'on peut retrouver à 4000, 5000 mètres, soit dans nos Alpes, soit en Alaska ou en Himalaya. Durant les 30 jours de l'expédition, les militaires ont dû affronter des rafales de 200 km/h, entraînant des charges de 70 kg, un exploit que le ministre de la Défense et des anciens combattants a récompensé. C'est tout à fait exceptionnel et c'est une démonstration de l'énergie dont disposent nos hommes en général et évidemment les chasseurs alpins en particulier dans cet effort très spécifique. Et ils l'ont fait pour faire progresser la connaissance de la résistance de l'homme en milieu hostile. Expérimentation de techniques et de matériel en milieu extrême, l'armée de terre bénéficiera directement des enseignements de cette expédition. Alors ici, nous sommes dans la salle des marbres. Sont gravés dans le marbre le nom de tous les officiers morts en service aérien commandé pour la France. C'est également une salle de tradition, puisque ici, lors d'une cérémonie solennelle, est remis le poignard, symbole de l'officier de l'armée de l'air. Ainsi se termine ce journal de la Défense. Merci aux écoles d'officiers de l'armée de l'air de nous avoir accueillis à Salon de Provence. On se retrouve le mois prochain sur LCP.